Hola a todos y bienvenidos a vuestra clase de español número 17. Hoy es jueves 27 de mayo de 2020. Espero que estéis bien y listos para comenzar una nueva clase conmigo. Vuelvo brevemente a los deberes que teníais que hacer para hoy. Para hoy teníais dos preguntas que contestar sobre los diferentes textos que habíamos trabajado juntos. Pues la primera era ¿qué habitación es más reciente? Y la segunda, ¿qué habitaciones disponen de mucha luminosidad? Y también os había anunciado una tarea evaluada que devolverme por mensaje o en el fichero de la clase. Pero voy a volver en este punto, en este último trabajo, porque voy a modificar un poco la fecha y las diferentes condiciones porque tenemos una información que nos han dado, que nos ha dado el establecimiento. En français, donc vous aviez deux questions à faire pour aujourd'hui sur les petites annonces que je vais donc corriger et nous allons terminer la compréhension écrite. Concernant le travail du 9 juin, le DM évalué que je vous avais annoncé donc sur le dernier cours, il va y avoir des modifications. Je vous explique en fin de vidéo donc comment quelles vont être les modifications qui vont être apportées sur ce travail-là. Así que comenzamos. Y comenzamos pues por la lección del día con los diferentes textos. Aquí tenemos los 4 textos y vamos a ver cuáles serán las preguntas. Pregunta 6, ¿qué habitación es más reciente? La respuesta es la habitación C porque está en un piso nuevo. Donc il fallait répondre ici que la chambre la plus récente, c'était donc la C. On vous indique un piso nuevo, ça veut dire appartement neuf. Pregunta número 7, ¿qué habitaciones disponen de mucha luminosidad? Réponse, las habitaciones B y D son luminosas. Donc il fallait répondre que c'était les chambres B et D qui étaient lumineuses. On pouvait dire aussi disponen de mucha luminosidad. J'ai mis un synonyme, il était totalement possible de reprendre ce que vous aviez dans la question. Y pues vais a completar la comprensión a partir de 4 preguntas suplementarias. Pregunta número 8. Compara la atmósfera de vida entre las habitaciones C y D. Pregunta número 9. ¿Qué habitaciones no están disponibles todavía para instalarse? Pregunta número 10. ¿Cómo podemos visitar las habitaciones? Y pregunta número 11. Indica qué habitación es más cara y cuál es más barata. Donc, je vais vous laisser réfléchir à ces 4 questions. Juste une petite précision, todavía dans la question 9 signifie encore. Normalement, vous êtes censé savoir le sens de carro et barato qui là sont au féminin puisqu'on a fait l'accord avec habitation sur la question 11. Juste, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié, donc carro c'est cher et barato c'est bon marché. Os dejo hacer el trabajo y vamos a volver después para la corrección. Corrección de las diferentes preguntas. Compara la atmosphère de vida entre las habitaciones C y D. Donc, on avait besoin pour répondre d'une structure de comparaison, puisqu'il fallait comparer. Donc, on utilisera mientras que normalement vous avez déjà dans votre cahier, qu'on a déjà utilisé. Donc, la réponse était cerca de la habitación C hay supermercados y parques con mucho ambiente, mientras que la habitación D ofrece menos animación, porque se sitúa en una zona tranquila. Donc là, on vous disait, près de la chambre C, il y a des supermarchés, des parcs, beaucoup d'ambiance. Donc c'est plutôt une zone animée. Alors que la chambre D, elle, offre beaucoup moins d'animation dans le sens où elle se situe dans une zone plutôt tranquille. Donc, un rappel, mientras que, donc qui sert à comparer, que l'on traduira en français par alors que, tandis que. Pregunta 9. ¿Qué habitaciones no están disponibles todavía para instalarse? Donc là, on vous demandait les chambres qui, pour l'instant, n'étaient pas disponibles pour pouvoir s'installer.
Réponse, las habitaciones Aide todavía no están libres para instalarse. Hay que esperar el 1er de enero para la A y finales del mes de junio para la D. Donc là, je fais un bref rappel sur un point qu'on a également déjà vu, qui est l'obligation impersonnelle. Donc on vous dit que les chambres A et D ne sont pour l'instant pas libres pour pouvoir s'installer ou emménager. Et j'ai précisé donc quand est-ce qu'elles seraient disponibles, donc en utilisant l'obligation impersonnelle que l'on traduirait ici par il faut. Il faut, esperar, c'est attendre. Donc vous avez hay que plus l'infinitif, c'est-à-dire le verbe non conjugué. Il faut attendre le 1er janvier pour la chambre A et finales del mes de junio veut dire la fin du mois de juin pour la D. Je vous rappelle donc que pour l'obligation impersonnelle, vous avez plusieurs structures possibles qui sont équivalentes. Hay que, es necesario, hace falta, es menester, es preciso. Toutes ces structures sont suivies de l'infinitif. D'accord? Si vous avez à dire il faut que tu fasses, attention, vous entendez, je pense, en français, c'est du subjonctif. Donc, ça sera pareil en espagnol. Hein, es necesario, hace falta, es menester, es preciso. Si vous rajoutez que derrière, attention subjonctif. Il n'y a que pour hay que qu'on a l'infinitif. Hein. Donc, je vous conseille plutôt de passer par une structure directe à l'impératif pour dire fais tes devoirs, par exemple, haz tus deberes. Ce sera beaucoup plus simple parce que sinon, ça vous demande forcément de maîtriser le subjonctif et de bien y penser. Donc, plutôt utiliser hay que plus infinitif, es necesario plus infinitif, plutôt que de remettre un que derrière es necesario notamment. Alors, ¿cómo podemos visitar las habitaciones? Es la pregunta número 10. Respuesta, podemos visitar las habitaciones llamando por teléfono. Por ejemplo, podemos llamar a Victoria para visitar la habitación B. Donc là, on vous expliquait que vous pouviez donc visiter les chambres avant de les louer. Donc pour ce faire, il faut appeler par téléphone. Donc là, on a utilisé le verbe llamar, que vous connaissez, puisque c'est un des premiers verbes que vous avez appris. Llamarse, s'appeler. Llamar, ici, il est au gérondif. Llamando. Donc pourquoi il est au gérondif? Parce qu'en fait, on est en train de traduire en français un participe présent. Nous pouvons visiter les chambres en appelant par téléphone. Donc pour traduire la manière, pour traduire ce participe présent, on utilisera un gérondif. Attention, c'est pas parce qu'on a un gérondif qu'on va remettre la préposition devant. On mettra pas le en. Donc, c'est-à-dire que là, vous devez impérativement l'enlever le en, parce que j'ai eu des travaux de 3e que j'ai corrigé là dernièrement où je vois beaucoup cette erreur. Donc, il faut vraiment mettre que llamando et pas en llamando. Ça, c'est faux. Donc, attention. Et donc, on vous donnait l'exemple de Victoria qui est là, notamment pour vous faire visiter, si vous le souhaitez, la chambre B. Después, 11 indica qué habitación es más cara y cuál es más barata. Donc, quelle est celle qui est la plus chère, quelle est celle qui est la moins chère. L'habitación más cara es la C, con un alquiler de 400 euros más gastos y hace falta pagar un mes de fianza. La más barata es la B, con 250 euros. Para la D es necesario pagar gastos de luz y agua, además de los 250 euros al mes. Alors, la plus chère est donc la C, avec un loyer qui atteint les 400 euros. Pour tout ce qui est chiffres, je vous les ai remis entre parenthèses. Si vous ne les maîtrisez pas, il faut revoir votre cours. On les a travaillés ensemble. Donc, voilà, vous avez des exercices aussi que vous pouvez trouver sur Internet. Il faut impérativement les maîtriser. Donc 400 euros plus des frais, gastos ce sont des frais. Et il ne faut pas oublier aussi que vous avez un mois de caution à payer, ou mes de fianza, donc c'est un mois de caution. Hace falta, encore une fois, fait référence à l'obligation impersonnelle. Ici, c'est il faut payer. La moins chère est donc la B avec 250 euros. Et pour la D, vous allez me dire, oui, mais celle-là aussi, elle a 250 euros. Oui, mais attention, là aussi, il faut payer des frais de luz, c'est-à-dire la lumière, donc on traduirait en français les frais d'électricité, et d'eau, agua. Donc en plus des 250 euros, bien sûr, de loyer mensuel. Donc es necesario, encore une fois ici, qui donc permet de traduire l'obligation impersonnelle, il faut payer des frais de lumière, d'électricité et d'eau.
Alors, pour vérifier que vous ayez compris la construction de l'obligation impersonnelle, je vais vous demander de faire l'exercice suivant. Donc, il s'agit de transformer les phrases suivantes selon le modèle. Le modèle est le suivant, me levanto temprano, et il faut donc modifier la phrase pour obtenir hay que levantarse temprano. Donc, c'est je me lève tôt, il faut se lever tôt. Voilà ce que vous devez produire. Donc vous pouvez utiliser n'importe lesquelles des structures qu'on a vues précédemment pour l'obligation impersonnelle puisqu'elles sont synonymes. Je vous laisse faire votre travail, on se retrouve pour la correction. Pues, corrección del ejercicio. Primera frase, respetamos las reglas. Nous respectons les règles. Attention, c'est le verbe respetar, il n'y a pas de C, hein, contrairement au français. Donc, vous pouviez dire hay que respetar las reglas. Vous avez vu, le verbe respetar donc était conjugué ici à la première personne du pluriel, respetamos nosotros. Donc là, on le remet en fait à l'infinitif et on a mis devant la structure d'obligation impersonnelle, hay que. Vous pouviez utiliser aussi es preciso, es necesario, hace falta, es menester. Hein, donc toutes celles-là, elles sont équivalentes. B. Escuchan al profesor. Hace falta escuchar al profesor. Encore une fois, n'importe laquelle des structures que j'ai citées précédemment faisait l'affaire. Simplement bien penser de mettre le verbe escuchan, hein, qui ici était conjugué à la troisième personne du pluriel, le mettre ici donc à l'infinitif. Donc pour dire il faut écouter le professeur. No se burlan, alors cette phrase signifie il ne se moque pas, hein, c'est le verbe burlar. No es necesario burlarse, il ne faut pas se moquer, hein. Ici on a traduit. Alors attention, burlar c'est parce que c'est un verbe pronominal. Et vous avez le C hein, devant burlar. Donc en fait, quand vous allez le mettre à l'infinitif, il ne faut pas oublier que vous faites ce que l'on appelle une enclise. Donc le pronom, hein, ici, qui est un pronom réfléchi, va passer derrière le verbe et coller à lui. Donc no es necesario burlarse, hein, comme llamarse, rappelez-vous. Nos despertamos rápido, nous nous réveillons rapidement. Es menester despertarse rápido. Là aussi, le verbe despertarse est un verbe pronominal. Donc là, vous l'aviez conjugué à la première personne du pluriel, hein, avec nosotros. Donc vous aviez nos devant. Donc il faut que sur le verbe à l'infinitif, j'ai le pronom réfléchi qui soit indiqué. Donc c'est C hein, pour le verbe à l'infinitif, toujours. Enfin toujours. En tout cas, pour notre exercice, c'est C. La recibimos en casa. Es preciso recibirla en casa. Donc nous la recevons à la maison. Il faut la recevoir à la maison. Ici c'est pareil. Le la, il faut l'indiquer. Hein, c'est un pronom complément. Donc il faut absolument qu'il soit présent dans votre phrase. Et donc on ne va pas le laisser tout seul. On va le coller au verbe et le mettre derrière lui. Encore une fois, c'est l'enclise. F, aprendéis las reglas del cole. Donc, vous apprenez les règles du collège. Hay que aprender las reglas del cole. Là, on n'a pas de verbe pronominal, rien de particulier. Donc, on a juste indiqué aprender. Donc, je fais un bref rappel sur ce que c'est l'enclise. Donc, l'enclise, je vous rappelle qu'elle est obligatoire au gérondif, à l'impératif et à l'infinitif. Ça, on l'avait travaillé en classe. Impératif, c'est quand vous donnez un ordre. Hein, par exemple, di, me, le me passe derrière. Hein. Il est collé au verbe. Gérondif, on a déjà vu aussi, hein, par exemple, en me chantant, cantando me. Si vous voulez dire que, par exemple, il vient en me chantant une chanson, viene cantando me una canción. Hein. Mais si vous voulez dire il vient en me la chantant, tout passe derrière. Hein. Viene cantando me la. Le la sous-entendu la chanson. Et donc, l'enclise, c'est quand on a un ou plusieurs pronoms compléments qui sont derrière le verbe et collés à lui. Je vais faire un rappel justement sur les pronoms pour que vous puissiez vous rappeler hein, tous les pronoms qui existent en espagnol. Donc je finis avec les pronoms. Vous connaissez déjà les pronoms personnels sujets. Je vous rappelle qu'ils sont optionnels en espagnol puisqu'ils n'ont qu'une valeur d'insistance. Hein. En fait, si vous mettez yo, en général, c'est pour dire moi je.
ou alors c'est parce qu'ils servent à lever un doute sur la personne, le sujet, parce que parfois vous avez au niveau de la conjugaison des verbes qui sont identiques. Je pense à l'imparfait par exemple, hein, si vous dites cantaba, ça peut être je chantais, ou alors il ou elle, ou vous si vous voyez, avec usted, chantait. Donc là, à ce moment-là, on remet le pronom personnel sujet, mais sinon ils sont vraiment facultatifs en espagnol. Donc, les pronoms personnels sujets, je rappelle, sont yo, tu, elle, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Je rappelle que donc il y a 3 vous qui existent en espagnol. Le vous qui sert à vous voyer une seule personne, usted. Le vous qui sert à vous voyer plusieurs personnes, ustedes. Et le vous qui sert à s'adresser à un ensemble de personnes que l'on tutoierait individuellement. Hein, donc, vosotros. Précision également sur le nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Il y a 2 formes. Tout simplement, quand vous avez un ensemble de personnes dans lequel vous avez par exemple que des sujets féminins, vous allez dire nosotras. Hein, nous, s'il n'y a que des filles à l'intérieur, nosotras. C'est la même chose pour vous, s'il n'y a que des filles, ce sera vosotras. Ensuite, donc vous avez les pronoms réfléchis, c'est la 4e colonne. On en a parlé hein, sur les verbes pronominaux, notamment me, te, se, nos, os, se. Pour dire hein, me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamáis, se llaman. Ça, normalement, vous connaissez bien. Et puis, vous connaissez aussi les pronoms qui sont introduits par une préposition. Par exemple, quand vous voulez dire j'aime le chocolat, a mi me gusta, hein, donc ces pronoms-là, on les retrouve automatiquement derrière une préposition, que ce soit la proposition par exemple a, de, sobre, en, para, por, hein, donc para mí par exemple, hein, qui veut dire en espagnol à mon avis ou pour moi. Donc il y a mi, ti, elle, ella, usted, si. Donc là c'est pour le réfléchi, ça vous connaissiez pas. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes et si. Hein. Je laisse un peu de côté le si, on y reviendra plus tard parce que vous n'en avez pas besoin pour ce cours. Et puis, par contre, je reviens sur les pronoms COD, COI. Alors, je vous rappelle que le COD, c'est donc, ces 2 pronoms, hein, COD, COI, complètent un verbe et ne peuvent pas être supprimés ou déplacés. Le COD, on le trouve en répondant à la question qui ou quoi. D'accord ? Le COI, on le trouve en répondant à la question à qui, à quoi, de qui ou de quoi. Donc, je vais vous donner des exemples hein, pour que ce soit plus simple. Alors, au niveau des pronoms COD, donc vous avez me, te, lo, le, la, nos, os, los, les, las. Et au niveau des pronoms COI, on a me, te, les, nos, os, les. Alors, plusieurs choses à savoir. Les pronoms COD de la 3e personne s'accordent en genre et en nombre en fonction du mot qu'ils remplacent. Donc, par exemple, si vous voulez dire je connais le chemin, conozco el camino, si vous voulez dire je le connais, on dira lo conozco. Ici, on a un masculin singulier, donc ça sera lo. Si vous voulez dire je connais la leçon, conozco la lección, je la connais, la conozco. La faisant référence donc à un singulier féminin. Conozco los días, je connais les jours. Là, on a un pluriel masculin, donc ça sera los conozco. Et si vous voulez dire je connais les chansons, conozco las canciones, donc c'est un féminin pluriel, on dira las conozco. Donc en fait, vraiment, ça va être en fonction du mot qu'il va remplacer que l'on va accorder le COD, le pronom complément COD. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez dans une phrase à dire un pronom COI, un pronom COD, c'est que c'est le COI qui se placera avant le COD. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous voulez dire dis-le-moi, par exemple, dis-le-moi le secret, hein. En espagnol, on dira dímelo, el secreto, sous-entendu el secreto. Donc, on a bien mis le me qui est le COI avant le COD qui est lo, sous-entendu par exemple ici lo ferait référence à secret, secreto, hein, mais pour moi. En français, c'est l'inverse, hein, c'est d'abord, vous voyez, le les en premier, c'est-à-dire le COD, et ensuite le COI. Donc attention à ça. 3e point, lorsque vous avez 2 pronoms compléments qui sont à la 3e personne, le COI qui est les ou les va devenir C. Concrètement, vous ne pouvez pas dire l'élo. Quand vous voulez dire le, lui ou le, leur, on ne pourra pas dire l'élo, on devra dire c'est l'eau. Quand vous allez vouloir dire la, lui, la, leur, ce sera c'est la. Quand vous voulez dire les, lui, les, leurs, c'est los, c'est las. Vous le ou vous la, c'est l'eau, c'est là dans le cadre d'un vouvoiement.
D'accord? Je vais vous donner des exemples pour que ce soit clair. Par exemple, donc si vous voulez dire j'achète un livre à Pedro, là dans la phrase, le mot livre c'est un COD, j'achète quoi? Un livre. À qui? À Pedro, COI. Donc en espagnol on traduirait par compro un libro a Pedro. Un libro c'est le COD et le COI donc reste Pedro, là il n'y a pas de changement. Hein. Maintenant si vous voulez dire je l'achète à Pedro, sous-entendu le L apostrophe va faire référence au livre, hein, donc au COD, on dira lo compro a Pedro. Si vous voulez dire maintenant je lui achète un livre, hein, lui faisant référence à Pedro, donc c'est un COI, on dira le compro un libro. Imaginons qu'on veuille remplacer tout, c'est-à-dire le COD et le COI par des pronoms compléments. On veut dire par exemple je le lui achète, on dira c'est lo compro. Je ne peux pas dire les lo compro. Hein, normalement, ça devrait être les, puisque le COI, on a dit que c'était les. Donc ici, on ne peut pas, donc ça sera se lo compro. Entonces terminamos con los deberes. Alors, petite modification concernant donc le DM, hein, j'en parlais en début de vidéo, il n'est plus à faire pour le 9 juin mais pour le 4 juin. Alors pourquoi? Tout simplement parce que votre conseil de classe sera fait le 9 juin et donc pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous demander de me rendre votre copie ce jour-là puisque je n'aurai pas le temps du coup de la corriger. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous propose de me rendre le DM le 4 juin uniquement pour les volontaires. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps, si vous ne souhaitez pas le faire, vous ne le faites pas. En revanche, si vous souhaitez le faire parce que vous avez envie ou parce que vous souhaitez rattraper la première note du DM numéro 1 qui n'était pas très bonne ou parce que vous n'avez pas pu me rendre le DM numéro 1 pour X ou Y raison, eh bien vous pouvez le faire et me le retourner donc par mail ou le déposer dans l'espace partagé, dans l'espace classe, dans le dossier partagé. Donc il s'agit d'une compréhension écrite et d'une visite virtuelle de la Casa de Frida Kahlo. Pour la visite virtuelle, donc je vous mets le lien, vous l'avez sur le blog et sur le NT également, et le dossier, enfin le fichier, vous pouvez le fichier avec le sujet du DM, vous pouvez également le télécharger sur le blog ou sur le NT. Autre possibilité pour accéder au lien pour la visite virtuelle, vous pouvez aller sur votre navigateur de recherche, donc Google par exemple, et taper Frida Recorridos Virtuales et ensuite vous cliquez, c'est le premier lien qui s'affichera. Une chose est sûre, c'est que aucun retard ne sera accepté pour le retour des copies. Comme je viens de vous le dire, il y a votre conseil de classe, donc moi il faut que j'ai le temps de corriger et de saisir les appréciations derrière. Donc si vous souhaitez faire ce travail, prenez le temps de le faire, donc je donne pas de travail autre que celui-ci hein, d'ici le 4 juin. Donc prenez le temps de le faire et envoyez-moi dès que possible, enfin le plus rapidement possible. Je vous laisse avec les explications que j'avais déjà données hein, sur la vidéo précédente de ce qu'il faut faire partie par partie pour ce DM. Os digo hasta la semana próxima y buen fin de semana. Adiós. Alors, pour le DM qui était à me rendre, je vous explique partie par partie, hein, il y a plusieurs exercices. Donc, pour le premier exercice, vous avez un texte et il s'agit de répondre à 3 questions. Donc, c'est assez bref, hein, vous avez 3 questions, vous lisez le texte, vous avez du vocabulaire qui vous est donné, hein, en dessous de la photo de Frida Kahlo. Et puis, j'en ai mis aussi sur le texte sur l'exercice 2, vous allez voir, il y a du vocabulaire. Ici, vous avez donc l'exercice 2. Donc là, vous avez du vocabulaire. Première question de l'exercice 2, on vous donne le plan de la maison que vous pouvez retrouver également sur le lien Internet. D'accord? Et donc, il va falloir vous connecter sur le lien Internet pour pouvoir visiter virtuellement, vous déplacer. Et puis, on vous fait une description à chaque fois de chaque pièce et à vous de me noter le nom de la pièce qui correspond. Hein. El cuarto, c'est la pièce. Donc, les noms des pièces sont sur le plan. À vous de me dire quelle est la pièce donc qui correspond. Et donc pour le dernier exercice, il s'agit d'une série d'affirmations où on vous indique la présence d'un objet dans une pièce. Et il faut donc dire si c'est vrai ou faux. Et si c'est faux, si cet objet n'y est pas, dire un autre objet qui pourrait se trouver dans cette pièce-là. D'accord? Voilà. Así que os digo hasta la próxima vez. Et si vous avez des questions sur le DM, n'hésitez pas à me les poser. Adiós.